Alors, nous allons faire une émission du Parti des Européens qui ouvre une nouvelle ère dans notre communication, donc avec une nouvelle chaîne YouTube qui a été ouverte pour cette communication, on va dire, du XXIe siècle, et puis avec donc des renforts, parce qu'on dit souvent que Thomas Ferrier est tout seul, son parti c'est un nano-groupuscule, je ne sais même pas comment ils osent m'appeler encore, et donc en fait on va démontrer que c'est faux par la présence d'un certain nombre de camarades qui évidemment pour des raisons logiques seront à l'arrière de la caméra, mais dont la voix portera. Et l'objectif, c'est un peu une sorte de FAQ, des Frequently Asked Questions, sur le LPE, qui nous sommes, ce que nous voulons, quels sont nos adversaires, nos ennemis. On va envoyer quelques punchlines à ceux qui le méritent, quand même, il ne faut pas les oublier. Ils se reconnaîtront, et on les nommera, ce sera encore plus facile. Et puis, évidemment, de l'actualité, Russie-Ukraine. Voilà, il n'y a pas de questions tabou, donc il y a une première partie où on est entre nous, avec un échange entre camarades. Je suis que le primus inter pares, et le premier parmi les égaux, et c'est déjà pas si mal. Et puis ensuite, il y aura des questions qui seront posées par le biais de Telegram, de camarades qui ne pouvaient pas être là, soit parce qu'ils ne sont pas physiquement dans le coin, soit tout simplement parce que nos amis, la gauche syndicale, a rendu difficile leur venue, style la SNCF qui annule les billets et autres. Donc, vous voyez, comme ça vous permet de situer à peu près géographiquement et dater à peu près cette émission. Et donc voilà, évidemment, l'actualité politique est très importante. Donc on va se faire beaucoup d'ennemis, on va essayer de se faire beaucoup d'amis aussi à l'issue de cette émission. Voilà, essayer de vous convaincre que le Parti des Européens, c'est pas seulement quelque chose qui est sur Twitter, mais c'est une réalité humaine. Et aussi qu'il y a un sens critique très affirmé chez nous. Nous ne sommes pas dans les sectes marinolâtres et autres qui pensent que le chef a toujours raison. Non, le chef a souvent raison, mais quand il a tort, il faut qu'il admette qu'il a tort. Voilà. Donc on va ouvrir le bal à notre camarade Factoriel qui est prêt au taquet pour m'envoyer des scuds. Donc c'est parti, et c'est lui qui ouvre le bal de la soirée. Oui, alors donc Thomas, selon toi, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de l'élection présidentielle de 2022, notamment de l'échec de Zemmour? Parce que Zemmour, moi personnellement, je trouve qu'il manque un peu de remise en question et d'autocritique sur son échec à la présidentielle. Il attribue essentiellement son échec à la guerre en Ukraine, en disant que c'est un peu à cause de Poutine qu'il a perdu. Ça paraît un peu fait tout de même comme remise en question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Eh bien, effectivement, si on veut analyser politiquement les choses, et on n'est pas là pour ni flatter, ni non plus, évidemment, salir une campagne. Moi, j'ai soutenu Éric Zemmour, je ne le regrette pas, c'était un test nécessaire, il fallait essayer. Ça n'a pas fonctionné, il faut en prendre acte. On peut le regretter, mais ça s'explique a posteriori. En fait, on constate qu'Éric Zemmour n'a pas rencontré l'électorat populaire. Je pense même que s'il n'avait pas été candidat, Marine Le Pen aurait fait à peu près le même score que ce qu'elle a réalisé, c'est-à-dire environ 23%. En fait, la candidature de Zemmour a plus tué Valérie Pécresse qu'elle n'a mis en danger Marine Le Pen. Et en plus, elle lui a permis d'avoir un report de voix favorable au second tour, parce que des gens de droite qui ont pu voter Zemmour ont moins d'état d'âme ensuite à voter pour Marine Le Pen que s'ils avaient été amenés à voter Pécresse dès le premier tour. Donc, l'électorat de Zemmour se décompose en deux parties, 4% de gens de droite et 3% de ce qu'on appelle la droite hors les murs, c'est-à-dire de tous les gens exclus du Front National du RN depuis des années et qui en ont assez de ce parti et sa mainmise sur la droite nationale et entre guillemets radicale. Il y aura occasion de reparler de ça. Alors donc concrètement, l'échec du zemmourisme, c'est l'échec de la rencontre entre un homme et l'électorat populaire. Pourquoi n'a-t-il pas rencontré l'électorat populaire? Parce qu'il ne le connaît pas, parce que c'est quelqu'un qui vient des beaux quartiers parisiens, c'est quelqu'un qui travaille dans les médias, qui voit les plus puissants de la planète et de la France, mais l'électorat populaire ne se fait pas séduire comme ça. Et il n'y a pas de mécanique électorale, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire je suis présent, je suis meilleur que Marine Le Pen, et les gens tout de suite ébouillis vont le rejoindre en masse. Non, l'électorat populaire ne vote pas Zemmour. Il ne vote pas Zemmour parce qu'il n'est pas catholique, parce qu'il n'est pas conservateur, parce qu'il n'est pas libéral, c'est-à-dire les trois pôles, si on peut dire, du zemmourisme. Et effectivement, ça ne marche pas avec l'électorat populaire, qui a une fibre plus sociale, parfois trop dépendante de l'assistanat, mais c'est une donnée. Quand on fait de la politique, on prend le peuple tel qu'il est. Oui, les Français sont biberonnés par l'assistanat étatique. Ça ne leur rend pas forcément service, mais c'est un paramètre. Et donc, si on veut les amener à changer par rapport à cela, il faut des conditions favorables. Voilà, dans un système où il y a un chômage de masse, où il y a une précarité et autres, les gens n'ont pas envie d'être abandonnés à une sorte de libéralisme sauvage. C'est comme ça.
Le conservatisme, il faudrait définir. S'il s'agit de garder le système en place tel qu'il nous est proposé, ça ne nous intéresse pas. Il faut le mettre à bas. Donc mettre à bas, c'est pas conservateur, c'est révolutionnaire. Et puis, catholique, les églises sont à peu près vides maintenant. L'électorat tradit, ça pèse rien. Donc on peut le déplorer, mais c'est une donnée aussi. Donc il ne faut pas forcément non plus blesser les gens dans ce sens-là, mais il faut se dire que ça fait 7%. Tout ça réuni. Libéraux, conservateurs et autres, déçus du marinisme, déçus de LR, ça fait 7%. On peut dire qu'au final, Zemmour, c'est en gros, c'est Maigret plus Villiers, au final, les 7%. C'est l'aile droite des LR. L'aile droite des LR, mais des LR d'aujourd'hui, c'est-à-dire un parti qui fait 4% aux élections présidentielles. Et puis c'est beaucoup, oui, c'est Villiers, c'est Maigret, ça fait tout ça. Et c'est un peu aussi de nouveaux gens, et ça crée un espoir. Il a créé un grand espoir, mais cet espoir n'a pas abouti. Il y a une dynamique incontestable qui est assez rare, les gens ont besoin de nouveautés, et cette nouveauté, ça marche au début. Alors les sondages, à un moment donné, se sont effondrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le fameux vote utile, évidemment. Il y a l'idée que, par exemple, Mélenchon pourrait être au second tour face à Macron. Certains électeurs ont eu peur. Ils se sont dit, on ne peut pas laisser faire ça. Et finalement, ils ont eu raison, puisque Mélenchon a été derrière Marine Le Pen que seulement 1 point. Donc ça a joué. Si Zemmour était à 18 ou 19% dans les sondages et que Marine Le Pen était tombée à 12, ce serait passé à l'inverse. Le vote utile aurait été pour Zemmour. Et il fallait battre Marine Le Pen. Or, Zemmour dit finalement que la Russie, le conflit russo-ukrainien, c'est ce qui l'a fait baisser. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que simultanément, il y avait l'entrée en campagne de l'électorat populaire. En fait, les sondages étaient bons tant que l'électorat populaire ne s'intéressait pas à l'élection. Dès que l'électorat populaire commençait à s'intéresser, eh bien, ça s'est effondré. Les plus politisés étaient pour Zemmour, mais les plus politisés, c'est peu. Les moins politisés ont voté Marine Le Pen. Et donc, les sondages ont baissé parce qu'il y avait cette sociologie, on va dire, qui s'est mise en place. Zemmour n'est pas paru crédible vis-à-vis de l'électorat populaire. Ça ne lui parlait pas, il ne s'est pas reconnu en lui, et son entourage, les lieutenants et autres, n'ont pas réussi à avoir cette possibilité. Par exemple, si on prend les 3 lieutenants principaux aujourd'hui de Éric Zemmour, c'est Marion Maréchal, c'est Nicolas B, c'est Guillaume Pelletier. C'est la même idéologie à peu près dans les 3 cas. Donc ça n'ouvre pas. Ouvrir, ça veut dire proposer à ce que des gens différents puissent se reconnaître. Il fallait une fibre sociale qui soit incarnée. La seule qui l'incarnait un petit peu, c'est Jacqueline Moreau. Bon, elle n'a pas le niveau pour l'incarner vraiment, et ensuite elle s'est fâchée avec Zemmour. Mais cette fibre sociale, cette fibre populaire, elle n'a pas été incarnée à l'intérieur de l'équipe de Zemmour. Parce que selon vous, il aurait été bien d'avoir au niveau des principaux lieutenants, avoir chacun qui incarne une certaine tendance, qui parle plus social, plus Europe, tout ça. Oui. Mais ça n'a pas été possible, et on sait tous pourquoi aujourd'hui. Les livres qui sortent en ce moment, sauf le livre de Zemmour qui sort demain, vont le démontrer, c'est-à-dire que Éric Zemmour est trop dépendant de Sarah Knafo. Et alors qu'il avait été assez courageux et audacieux sur certaines thématiques dans son ouvrage et autres, il ne l'a pas été après. On voit très bien, par exemple, qu'il a rétropédalé sur la question du ministère de la Remigration. Alors je ne vous dis pas que ce ministère aurait fait gagner 5 points à Zemmour, mais il pose ce postulat, il lance cette idée. Et dans le discours qu'il tient au Trocadéro, pendant 1 heure, il s'adresse à l'électorat imaginaire, c'est-à-dire l'électorat musulman patriote, qui n'existe pas. Donc c'est 1 heure perdue. On s'adresse à qui? Ça, c'est des gens qui votent pour vous. Ça ne s'adresse pas à des gens qui n'existent pas ou qui ne pèsent rien. Ou du moins des gens qui pourraient potentiellement voter pour vous. Parce que les musulmans, de toute façon, ne votent très peu de manière générale, et les peu qui votent essentiellement pour la gauche, par intérêt, pour les allocations, etc. Et bien sûr, donc de toute façon, ça n'a pas marché. Donc, voilà, l'échec du zémorisme, il s'explique. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet échec? Est-ce qu'on en tire des leçons? Parce qu'il y a une base militante, il y a quand même une base financière, il y a quelque chose qui existe là. Est-ce qu'on en fait quelque chose ou est-ce qu'on reste sur les mêmes positions? Est-ce qu'on fait son autocritique en disant bon, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour se réinventer? Ou est-ce qu'on cloisonne, on se verrouille sur un clan? Et à ce moment-là, on fait ce qu'a fait Maigret, c'est-à-dire une maigretisation progressive. On part de 3%, on finit à 0. Là, on partirait de 7, palier à 4 déjà avec les législatives. Et dans les sondages, on voit très bien qu'aujourd'hui, s'il y avait une élection, c'est 2. Voilà, 2% à peu près, parce que les gens vont dire, de toute façon, ils n'auront pas d'élu, ça ne sert à rien. Donc il faut se réinventer. La force de Zemmour, c'est qu'il apparaissait comme hors des partis, un homme nouveau. Et ensuite, en voulant concurrencer Marine Le Pen, et en échouant à la concurrencer, eh bien, il s'est placé à un endroit donné qui était, stratégiquement suicidaire. Voilà. Donc l'échec du zémorisme est un fait. S'il se réinvente, s'il fait son autocritique, s'il impulse autre chose, et ça a l'air mal parti, on peut tenter de rebondir. Moi, je ne le crois pas aujourd'hui.
Je pense malheureusement qu'un entourage qui n'est pas au niveau, une ligne politique qui n'est pas porteuse, si on n'en change pas, ben, ça n'ira nulle part. Et pour le moment, mon sentiment, voilà, c'est que ça n'ira nulle part. On peut regretter, mais après, évidemment, j'espère me tromper. Mais voilà, j'ai assez d'expérience politique à 45 ans maintenant, et légèrement plus, pour dire que je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je veux dire, 7%, 4%, 2%, et aux européennes, ça va donner quoi? Ça va être la guerre des chapelles souverainistes pour 5% d'électorat. Donc Onfray, qui veut y aller, et qui là aussi n'a rien à proposer de sérieux. Zemmour, on envoie qui? On envoie Asselineau, on envoie Philippot, on envoie, je sais pas moi, les adeptes de l'adénochrome, là. On envoie qui, hein? Voilà. On va envoyer Gérard Fauré. C'est Gérard Fauré, il va être candidat. Il va proposer, il dit ouais, il a vendu la coke à toute la France, il sera forcément élu, quoi, c'est Gérard Fauré. Voilà, donc Gérard Fauré président, j'y crois pas trop. Hein. Justement, puisqu'on parle de ce à quoi pourrait mener le zemmourisme, quelle prospective on pourrait faire, selon toi, sur les élections 2027? Ah bon, évidemment, c'est en 4 ans, c'est un peu flou. Non, c'est à 4 ans, mais bon, je vois personnellement assez venir une candidature Marion Maréchal, quand même. Je sais pas si elle pourrait non, je ne pense pas. Alors, personnellement, voilà comment je vois les choses. Mélenchon a dit qu'il n'y allait plus. Donc, théoriquement, ça serait Bompard ou un Mélenchon-like qui le suivrait. Mais il a dit ça, il peut reprendre sa parole. Mélenchon est toujours un homme public, et le connaissant, il serait tout à fait capable de remettre le couvert. Donc Mélenchon, possiblement, pourrait y aller. Marine Le Pen ira, à moins d'un putsch intérieur, et j'en doute, de Bardella, et c'est pas ce qu'il va faire, elle y sera. Et là, l'histoire n'est pas écrite. Hein. Lady Diana a un accident de voiture, personne ne peut programmer ce qui peut arriver. Mais voilà. Alors après, évidemment, la grosse surprise, c'est l'absence de Macron. Macron ne fera pas changer la Constitution pour y aller. Donc Macron, en 2027, c'est terminé. Qui pour le succéder? Forcément, Renaissance et leurs alliés vont envoyer des candidats. Alors, ce sera Édouard Philippe, qui fait quand même très vieux maintenant avec sa barbe blanche. Pour le père Fouras, peut-être, ça pourrait être un bon candidat. Maintenant, pour être président, c'est pas évident. Et qui à Renaissance, on ne sait pas trop. Mais de toute façon, Marine Le Pen ne bénéficiera pas de la chance, entre guillemets, d'avoir un candidat sortant. Un Macron pour une troisième candidature, ça ouvrira à Marine Le Pen des chances signifiantes. Là, c'est l'incertitude. Et il y a une usure aussi d'électorat. Elle est candidate depuis 2012. Hein. 2012. Ouais. Ça fera la 4e candidature quand même. Ça fait pas mal. Hein. Elle atteindra finalement le record de son père dans pas si longtemps. Son père était candidat jusqu'à 80 ans quand même. Voilà. Et donc elle a commencé plus tôt, donc elle peut y aller plus longtemps. Oui. Bon. Donc voilà, et puis ensuite derrière, la droite, ça va être probablement, ça va jouer entre Ciotti et Retailleau pour les scores lilliputiens. La gauche PS, je ne sais même pas si cette fois-ci ils iront séparément, parce que la dernière fois c'est 1,5%. Voilà, présidentielle 2027, Zemmour ira-t-il? Mais est-ce que Reconquête existera encore en 2027? Parce que Marion Maréchal ou pas. Alors deux Le Pen, une qui assume son nom et l'autre qui ne l'assume pas, ça ne fait pas très sérieux quand même. Non, et puis de toute façon, la ligne que représente Marion Maréchal, c'est ce que j'ai développé tout à l'heure. C'est une ligne qui n'est pas porteuse. Cette ligne-là ne marchera pas. Moi, j'avais essayé d'influencer Reconquête sur l'Europe, et je pensais que c'était la clé, on va dire, du changement. C'est-à-dire, en fait, si on n'attaque que Marine Le Pen, on s'enferme. Mais si on peut attaquer à la fois Macron et Marine Le Pen en même temps, c'est mieux. Or, il pouvait à la fois attaquer Macron sur l'Europe et Marine Le Pen sur l'identité. Il a choisi de n'attaquer que Marine uniquement. Voilà, il fallait attaquer partout. C'est ce que j'appelle la triangulation. On attaque Macron sur l'Europe, là où Macron se croit fort. On attaque Marine Le Pen sur l'identité, là où elle se croit forte. Et la synthèse des deux fait basculer les électeurs. Mais ça n'a pas eu lieu parce que je n'ai pas pu rencontrer Zemmour, je n'ai pas pu être entendu par Zemmour, parce que la ligne CNAFO, c'est la ligne Séguin. La ligne Séguin, c'est la ligne souverainiste. Et la ligne souverainiste n'a pas d'avenir, à part concurrencer Asselineau dans une cabine téléphonique. Et plus globalement à l'échelle de l'Europe, est-ce que tu vois un avenir à un parti de droite nationale pour remporter des élections sur les 5 prochaines années, on va dire? Alors, déjà, il y a un parti qui a gagné les élections, c'est Fratelli d'Italia en Italie avec Giorgia Meloni. Et ce qu'on constate, c'est qu'il est en train de se rallier complètement aux positions dominantes du système, y compris en matière d'immigration, puisqu'elle envisage de faire rentrer 500 000 travailleurs légaux en Italie sur 5 ans. Donc on répète toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes fautes,
Et puis ensuite, elle ne fait rien contre les bateaux migrants. Alors il y a des velléités de faire des choses, mais voilà, elle s'est ralliée complètement à la ligne dominante, donc il n'y aura pas de changement. Oui, la droite nationale peut gagner dans des pays, mais ça ne changera rien. C'est ça le drame, parce que de toute façon, il faudrait une droite nationale de l'Europe, parce que c'est à l'échelle de l'Europe que ça doit basculer. Et dans chaque pays, finalement, la droite nationale, quand elle arrive au pouvoir, si elle arrive au pouvoir, eh bien, elle se rallie au consensus mou. Mais alors, que réponds-tu à ceux qui te reprochent d'être un peu radical, dans le sens où peut-être certains partis de droite nationale qui arrivent au pouvoir permettraient quand même de minimiser la casse, c'est-à-dire on voit bien que c'est pas le cas, c'est ça le problème. Non seulement c'est pas le cas, parce qu'en fait, non, mais Giorgia Meloni, elle limite pas la casse. Ça ne changera rien, et d'une certaine manière, ça sera peut-être même pire, parce qu'en plus, c'est les partis qui vont vouloir donner des gages. On a l'exemple de Marine Le Pen. Le soutien de Marine Le Pen à Mayotte est révélateur d'un parti qui, alors qu'il n'est même pas au pouvoir, est déjà dans l'acceptation d'une multiculturalité, d'une multiracialité complète. Mayotte, c'est la France. Julien Audoul l'a dit récemment, il a dit Mayotte restera française pour toujours. La question, c'est de savoir si la France restera européenne pour toujours. Le vrai enjeu est là. Et donc, Mayotte, c'est quoi? Je prends l'exemple de Mayotte parce que c'est tellement révélateur. J'ai fait un sondage sur Twitter, je crois, aujourd'hui, et je ne suis pas content, il n'y a que 67% des gens qui sont pour l'indépendance de Mayotte sur Mattel. Alors, tous ne sont pas contre l'indépendance, certains hésitent. Enfin, je vais leur montrer comment on ne devrait pas pouvoir hésiter une seconde. Donc, je donne quelques données sur Mayotte. Indépendamment de savoir si Mayotte aurait dû être attachée à la France ou pas en les années 70, les statistiques de Mayotte sont simples. Mayotte, la population, ce sont des Noirs musulmans à 99%. Bon. Leur langue, c'est le maoré, c'est pas le français. 30% seulement de francophones, sur les statistiques américaines. Donc, et francophone, on ne parle pas forcément du francophone qui parle un français parisien. On parle parfois de certains types de langues françaises qu'on rencontre dans le métro. Donc, c'est-à-dire avec des mots dialectaux, tout ça mélangé. Donc, ensuite, c'est un territoire qui vient d'être départementalisé, mais la charia s'appliquait encore récemment, les juges musulmans sont encore écoutés. Et puis, il y a une migration massive de gens de même peuple, c'est-à-dire de même race, de même langue, de même religion, de même culture, c'est-à-dire les autres Comoriens, parce que les Mahorais sont des Comoriens. Donc les autres sont pareils, simplement ils viennent parce qu'ils sont attirés par une prospérité imaginaire, c'est-à-dire en fait par l'argent de la France. Aujourd'hui, la France dépense 2 milliards d'euros par an pour Mayotte, c'est énorme, et ces 2 milliards d'euros, ça ne règle rien parce que ce sont des problèmes structurels. C'est un pays du tiers-monde, voilà, avec un taux de natalité de 4,5 enfants par femme, c'est-à-dire à peu près le niveau du Mozambique, et qui ne se résume pas à l'immigration clandestine. C'est-à-dire que le taux de natalité, ce n'est pas seulement des gens qui font naître leurs enfants là-bas, mais c'est le taux de natalité d'abord des natifs. Alors c'est intéressant d'ailleurs de voir que Marine Le Pen, qui est d'un anti-régionalisme fanatique, qui n'imagine pas aller en Bretagne et dire quelques mots de breton pour ouvrir un meeting, a utilisé les premières phrases que quelqu'un lui avait écrites en mahorais, et a autorisé une prière musulmane avant son discours, alors qu'elle est toujours en train de parler de laïcité partout. Et évidemment, Marine Le Pen a dit d'ailleurs que sa loi d'interdiction du voile, puisqu'elle prône théoriquement l'interdiction du voile en France métropolitaine, ne s'appliquerait pas à Mayotte. Donc électoralisme, parce qu'ils ont voté pour elle, démagogie et antiracisme obsessionnel, que finalement le RN veut apparaître comme le premier parti antiraciste de France devant LFI. Donc dans ces conditions, le jeu est déjà fait. À supposer que Marine Le Pen gagne les élections présidentielles, ce qui après tout n'est pas totalement à exclure, rien ne changerait, ce serait peut-être même pire, et je pense qu'elle ferait même de la répression contre les droites plus radicales pour donner encore plus de gages. Donc voilà, donc la droite nationale telle qu'elle existe ne peut rien changer. Alors imaginons une droite nationale très radicale, qui par je ne sais quel hasard historique arriva à gagner dans un pays, un peu comme l'Allemagne en 1933. Ben, c'est pas compliqué, ce gouvernement serait écrasé par les sanctions économiques immédiates qui seraient prises, parce qu'il y a une interdépendance entre les pays d'Europe considérable. Du jour où un pays s'amuserait à aller très loin, trop loin, eh bien, immédiatement, il serait mis au banc. Et quand on voit que dans les années 30, l'Allemagne a pu conquérir une partie de l'Europe, a été quand même écrasée et détruite, c'était à une époque où il y avait beaucoup moins d'interdépendance. Aujourd'hui, n'importe quel pays qui s'amuserait à ça, on serait rappelé à l'ordre immédiatement et durement. Condamnation internationale, pression économique majeure. Voilà, si votre pays. Les Russes peuvent peut-être accepter aujourd'hui de ne pas acheter des produits français parce qu'il y a la guerre, mais demain on dit aux Français vous n'avez plus votre iPhone, vous n'avez plus votre machin, etc. C'est l'émeute. Donc c'est pas compliqué. C'est impossible d'imaginer un pays d'Europe seul qui tiendrait la tête au monde entier. En revanche, si l'Europe, à l'échelle donc européenne, si l'Europe unie de l'Islande à la Russie faisait qu'un seul bloc, on pourrait tenir tête au monde.
700 millions d'Européens, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. On est à la masse critique, on a la puissance économique, on est la première puissance économique mondiale, parce qu'il ne faut pas oublier cela. L'Europe est potentiellement la première puissance mondiale. Simplement, elle est divisée, donc ça n'apparaît pas. Donc il faut que l'Europe prenne son destin en main et devienne ce qu'elle est. C'est-à-dire, effectivement, cette puissance capable de dire nous voulons rester européens, nous voulons restaurer notre identité, nous voulons avoir notre propre armée, notre propre diplomatie, nous ne voulons plus dépendre des États-Unis. Voilà, nous voulons une vraie Europe indépendante et européenne. Et ça, la droite nationale ne peut pas le proposer, car elle reste dans son carcan national, et en plus elle n'arrive même pas à s'unir en Europe. C'est-à-dire que chaque parti est dans son pays, il y a des alliances à Strasbourg qui peuvent se faire, mais ils ne sont jamais capables d'être d'accord. Là, on voit très bien que le Fratelli d'Italia, par exemple, joue une partie d'autre droite, les Suédois, etc., derrière elle. Le RN et la Lega sont sur notre ligne, il y a les conservateurs avec Orban et les Polonais, etc. Et il y a 3 groupes. Et à l'intérieur de ces groupes, de toute façon, ils ne sont pas tous d'accord. C'est-à-dire que c'est des groupes techniques pour avoir du financement, mais par exemple, Marine Le Pen et les positions plutôt pro-russes du RN, même si ça change un petit peu avec Bardella, sont antagonistes de presque toutes les autres droites nationales qui ont condamné l'intervention russe. Donc c'est très compliqué. Fratelli d'Italia, elle est pour l'OTAN, la Lega, qui est plutôt pour les Russes, là aussi, sont discrets. Et dans le passé, les différentes coalitions ont explosé à chaque fois pour des raisons ridicules. Une première coalition a explosé, par exemple, parce que les Italiens, d'Alessandro Mussolini, avaient craché sur les Roumains en les comparant à des Roms, ce qui fait que le parti de la Roumanie avait claqué la porte de la coalition. Une fois précédente, c'est parce qu'il y avait eu une querelle sur le 31 Haute-Adige, donc une zone de l'Italie du Nord où on parle allemand. Et évidemment, la droite nationale allemande défendait ces gens-là contre l'État italien, donc la droite nationale italienne, le MSI de l'époque, s'était fâchée et hop, ça fait exploser cette coalition, etc. Ce sont des gens qui ont des positions antagonistes. Ils ne peuvent pas converger puisqu'ils sont nationaux. C'est-à-dire que l'État français a des intérêts que l'État allemand n'a pas forcément. Comme je le dis souvent, les États n'ont pas forcément d'intérêt commun, mais les Européens ont les mêmes intérêts. Donc qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui nous sépare? Les États. J'aimerais avoir ton avis concernant l'émergence d'une alliance nucléaire au sein de l'Union européenne et ce que cela peut représenter dans l'équilibre des pouvoirs entre l'Allemagne qui prône un certain dogme écologiste et une Europe périphérique qui cherche absolument à imposer en fait sa propre vision vis-à-vis du calendrier de la Commission européenne. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, l'Allemagne est en train de reculer sur cette question du nucléaire. Pourquoi? Parce que le réalisme s'impose malgré tout. L'idéologie, c'est quand on a plein d'argent. Quand on commence à en manquer, on devient un peu plus réaliste. L'Allemagne a commis une grosse erreur en renonçant à son nucléaire. C'est Merkel qui l'a fait sous la pression des Verts qui n'étaient même pas dans sa coalition. Donc cette démagogie n'a pas été récompensée, la CDU n'a pas récupéré des voix écologistes derrière cela. Et ils ont fait le pari de refaire du charbon, c'est le plus polluant qui existe, et surtout d'être énormément dépendant du gaz russe. Or voilà que maintenant, la relation avec la Russie est très endommagée. Et pour le moment, elle n'est pas prête de se corriger. Donc voilà que l'Allemagne est sans solution. Et c'est difficile de rouvrir des centrales, parce qu'une fois qu'on a fermé une centrale, c'est beaucoup plus facile de créer une nouvelle centrale que de rouvrir une centrale fermée. Donc là, je ne sais même pas si techniquement ils pourraient les rouvrir. Donc ils sont coincés. C'est-à-dire qu'ils vont être dépendants des autres. Bon. Donc la France a un peu affaibli son nucléaire, mais elle ne l'a pas fait sous l'influence de l'Allemagne, contrairement à ce qu'on dit, elle l'a fait sous l'influence de ses propres écologistes. Il ne faut pas oublier qu'Hollande et d'autres ont mis des Dominique Voynet, des Hulot et compagnie dans l'équation. Donc il n'y a pas besoin d'accuser l'Allemagne d'avoir fragilisé la position nucléaire de la France. Il n'y a qu'à mettre des ministres anti-nucléaires, ils vont laisser le sabotage naturel se faire. Il y a un principe d'entropie, c'est-à-dire que si on n'entretient pas, ça se ruine. Voilà, et donc on a énormément de centrales aujourd'hui qui sont en maintenance, qui ne peuvent plus fournir l'énergie, mais elles ne sont pas fermées, donc on peut réparer. Mais ça coûte et ça prend du temps. C'est pour ça qu'on s'est trouvé un petit peu avec une crainte gouvernementale de coupure d'électricité pendant l'hiver, qui à mon avis était imaginaire. Il faut faire peur aux gens, mais n'empêche que, voilà. Et donc, il faut faire du nucléaire à fond, parce que le nucléaire, objectivement, c'est la solution écologiste la plus sûre. Donc, il faut démasquer les gauchos écologistes, c'est-à-dire les faux écologistes. Il y a un auteur écossais qui s'appelle James Lovelock, qui a écrit un livre qui s'appelle L'hypothèse Gaïa, et qui explique que si le problème principal, c'est le réchauffement, eh bien, il faut du nucléaire à fond, parce que de toute façon, le charbon, le gaz, tout ça, c'est polluant. Alors, produire de l'énergie est de toute façon polluant, on crée de la chaleur automatiquement, mais le nucléaire actuel,
c'est mieux. Et puis il y a des nucléaires un peu plus puissants, il y a des nucléaires de 4e génération qui consomment beaucoup moins d'uranium, etc. Donc oui, il faut axer la politique européenne de l'énergie sur l'uranium. C'est d'ailleurs ce que propose le programme du Parti des Européens. Donc les écologistes de gauche, eh bien, il faut les démasquer. Il faut rappeler qu'ils ont été financés au départ par les lobbies pétroliers américains. Il faut rappeler qu'en fait, ils font la confusion entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire en permanence, dans un pacifisme de gauche. Voilà, c'est de la fausse écologie. Oui, il faut avoir une écologie de droite, il faut défendre l'environnement, parce que c'est identitaire aussi, défendre l'environnement. Voilà, c'est avoir une terre qui nous ressemble, un pays qui est beau, qui est entretenu, etc. Et ça, on ne sait pas faire. Donc l'écologie de gauche est pour l'immigration, il n'y a pas plus antagoniste de l'écologie que l'immigration. Quand vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, surtout des pays du tiers-monde, la première chose qu'ils vont faire, c'est surconsommer. Donc ils vont ouvrir l'eau, allumer l'électricité à fond, etc. Et ils sont beaucoup moins polluants s'ils restent dans leur pays, puisque leur pays est moins développé. Donc faire venir des gens d'ailleurs, en augmentant le nombre d'habitants en Europe, c'est augmenter la pollution de l'Europe. Voilà, c'est totalement anti-écologiste. L'écologie ne peut pas exister si elle n'est pas identitaire. L'écologie de gauche est une anti-écologie. Justement, parmi les partisans du nucléaire en France, il y a Jean-Marc Jancovici, qui est un haut représentant du mouvement de la décroissance en France et qui a prôné récemment que pour sauver l'écologie mondiale, il faut que le PIB de la planète puisse baisser de 3%, de 4%, 4% par an sur 100 ans. Pensez-vous que la décroissance peut être un moyen de régler des problèmes divers, notamment vis-à-vis de notre économie mondialisée, notamment l'immigration? Alors très concrètement, s'il s'agit de dire qu'il faut faire baisser la pollution mondiale par la baisse du PIB, pour résumer, c'est totalement antagoniste de vouloir par exemple développer l'Afrique. Si on veut limiter la pollution mondiale, il faut que l'Afrique reste au même niveau ou retourne en arrière. Bon, c'est pas très facile à dire. Problème démographique, évidemment totalement opposé à ça. Le problème démographique de l'Afrique empêche le développement économique de l'Afrique de toute façon. Maintenant, pour moi, c'est pas un modèle viable. C'est le seul endroit où d'ailleurs la natalité ne baisse pas. Parce que dans le monde entier, y compris en Turquie, en Iran, en Afrique du Nord, en Chine et ailleurs, ça laisse. Donc déjà, la démographie, c'est la première chose qu'il faut baisser. Si on veut défendre l'environnement, il faut qu'il y ait moins de gens. Alors là, on est pour l'instant en augmentation. L'Inde, ça augmente beaucoup, mais ça est un peu en train de se tasser quand même. Mais l'Afrique noire, par exemple, subsaharienne, elle a un problème de démographie. Vous avez un pays comme le Mali qui est semi-désertique à 7 enfants par femme, bon, il y a un problème quelque part. Donc le développement de l'Afrique est très hypothétique, c'est pas la Chine qui va le faire, et c'est pas l'aide européenne qui va le faire. Voilà à peu près ce qu'on peut dire là-dessus. Donc effectivement, en fait, notre stratégie serait d'effondrer économiquement la Chine en réindustrialisant l'Europe. On réindustrialise l'Europe en mettant des normes écologiques de production. Et la Chine connaît une grave crise économique et pollue beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, 27% de la pollution mondiale, c'est la Chine. Ah oui, concrètement, c'est ça. Donc le modèle mondialiste n'est pas compatible avec l'écologie. C'est-à-dire que si on veut faire de l'écologie à l'échelle mondiale, eh bien, il faut en fait démondialiser. Il faut que chaque civilisation gère son espace, trouve son propre modèle économique. Faire de l'Afrique, proposer à l'Afrique de se développer comme l'Europe, ça n'a aucun sens et ça n'aura pas lieu. Donc il faut que l'Afrique trouve son modèle.